on s'attachera plus particulièrement donc, à voir ce qu'est la maladie professionnelle et il y a beaucoup de choses à dire. Pour ce faire, donc, nos intervenants que vous connaissez déjà maintenant, donc Monsieur Florent Le Frappeur du LN, donc, qui est juriste et qui se présentera directement, et Monsieur Gaëtan Fizelier, donc, qui est à la manœuvre tout au long de cette séquence, puisque c'est lui qui recense l'ensemble des questions, qui aura la lourde mission de les regrouper, de les synthétiser, et puis à la fin de cette séquence, de nous les restituer pour qu'on puisse avoir un échange et qu'on puisse vous apporter des réponses, puisque c'est aussi l'objectif de ces formations, c'est aussi d'apporter des réponses aux acteurs que nous sommes tous sur cette thématique. Donc, les intervenants, Monsieur Le Frappeur du LN et Monsieur Fizelier, et puis pour cette séquence, 2 animateurs. On a un peu innové là aussi. Donc, Monsieur Christian Lassial, que vous pouvez apercevoir également, donc, qui est médecin secrétaire du comité médical et de la commission de réforme à La Réunion, donc pour la fonction publique d'État et pour l'hospitalière, et moi-même pour animer cette séquence. Donc, on l'a déjà dit, puisqu'on a échangé 2 temps, un temps de présentation que Monsieur Le Frappeur du LN nous exposera, et puis un temps de questions-réponses par la suite. Voilà, je vous cède la parole, Florent, et puis d'ores et déjà, je vous invite à profiter de cette séquence, mais on aura l'occasion de se voir à la fin. Je suis là aussi tout le long. Merci beaucoup, Rose. Alors, comme Rose l'a évoqué, la semaine dernière, on a étudié les modalités d'appréciation de l'imputabilité au service des conséquences d'un accident de trajet. Et la semaine d'avant, on avait vu l'imputabilité au service des conséquences d'un accident de service. Alors, j'espère que vous avez bien intégré cette dernière notion parce que on va nécessairement en parler aujourd'hui, même si la thématique est celle de la maladie contractée en service. On va le voir justement avec la question du harcèlement, de la dépression et autres. Et pour ceux qui étaient là déjà en attente, Christian l'a évoqué. Le glissement de jurisprudence et de gestion vers l'utilisation de l'accident de service comme moyen de reconnaissance de maladies contractées en service, notamment pour les maladies hors tableau. Mais bon, bien entendu, on va y revenir au moment opportun. Donc, ce que vous nous dites, est-ce que l'ordonnance a un impact en matière de définition et de reconnaissance de l'imputabilité au service des maladies professionnelles? Alors oui, l'ordonnance de janvier 2017 qui a créé l'article 21 bis de la loi 83-634 qu'on a évoqué a une importance qui est, à mon sens, plus grande en matière de maladies contractées en service qu'elle ne peut l'avoir en matière de maladies d'accidents de service ou d'accidents de trajet. On l'a vu les 2 premières fois. Sur l'accident de service, mis à part la question de la création de la présomption, on était sur une reprise de la jurisprudence du Conseil d'État. Sur l'accident de trajet, c'est à peu près la même chose. Par contre, en matière de maladies contractées en service, pour ce qui est de la reconnaissance du CITIS, c'est différent pour ce qui est de la réparation, mais pour ce qui est de la reconnaissance du CITIS, on avait une appréciation, une définition assez large du juge administratif qui nous disait qu'il suffisait, entre guillemets, qu'il y ait un lien direct et non nécessairement exclusif entre l'activité de l'agent et sa lésion et sa pathologie. Et cette définition large, sans application obligatoire de la présomption des tableaux, certes, mais cette définition large permettait quand même, dans la fonction publique, pour le juge administratif, d'être assez novateur en matière de prise en charge, de reconnaissance de l'imputabilité au service des pathologies. Par exemple, on a le Théâtre Pontoise qui a reconnu l'imputabilité au service de l'électrosensibilité, qui n'est pas du tout dans les tableaux des maladies professionnelles, mais qui est pourtant un mal pour lequel on peut se poser la question de l'impact
de l'activité professionnelle. Et puis, il y a le grand mot du XXe siècle et du début du XXIe, c'est la dépression, hein, ce que certains appellent burn-out ou la bore-out, l'ennui professionnel, qui en soi ne sont pas des pathologies. La pathologie, c'est la dépression qui serait consécutive à l'augmentation de la charge mentale professionnelle ou au contraire à l'absence de charge mentale professionnelle. Et donc dans la fonction publique, il y avait avant l'ordonnance une possibilité assez large de reconnaissance. Alors, si l'ordonnance va objectiver la reconnaissance de l'imputabilité au service pour le tableau pour les pathologies qui sont dans les tableaux et qui remplissent les conditions du tableau, mais qui de toute façon, et je pense que Christian ne me contredira pas, était généralement un indice important en matière d'imputabilité. Bien au contraire, tout ce qui est maladie hors tableau risque d'être beaucoup plus difficilement pris en charge pour deux raisons. D'abord parce que en termes de vocabulaire, on a un glissement vers le vocabulaire du caractère essentiel entre les conditions d'exercice des fonctions et la pathologie de l'agent. Et deuxièmement, il faut un taux d'IPP, qui est une condition qui n'est pas des moindres, un taux d'IPP de 25%. Et 25%, on y viendra, c'est quand même pas rien. Et du coup, c'est ce que j'expliquais en amont, on se retrouve à avoir exactement la même chose que ce qui s'est passé au régime général avec le C2RMP. C'est un glissement vers l'accident de service comme outil de reconnaissance de l'imputabilité au service de maladies hors tableau. Bien entendu, on évoquera cette question, on verra l'évolution de la jurisprudence sur ce point. Alors, s'agissant des autres, sont-ils différents de ceux de l'accident de service ou de l'accident de trajet? Alors, la reconnaissance de l'imputabilité au service des conséquences d'une maladie contractée en service, hein, c'est en matière statutaire de gestion au quotidien par l'employeur. En matière réparation, c'est un peu différent. En matière de réparation ATI, notamment, et ça, on y viendra prochainement. Mais en ce qui concerne la gestion statutaire, c'est la même chose. C'est-à-dire que la pathologie soit reconnue comme imputable au service parce que consécutive à un accident de service, de trajet, ou qu'elle soit reconnue comme une maladie contractée en service, les droits de l'agent sont les mêmes. C'est un CITIS à plein traitement jusqu'à la reprise ou la radiation des cadres, si d'aventure il y a une incapacité temporaire de travail, et par ailleurs, une prise en charge des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Alors, maladie professionnelle, maladie contractée en service, on entend beaucoup ces notions. Elles ne sont pas toujours claires. Est-ce que vous pourriez nous les préciser, Florent? Avec plaisir. En effet, on entend beaucoup parler de ces notions-là, hein, de maladies professionnelles, de maladies contractées en service, et on entend ça à la radio, à la télé, et souvent pas dans un contexte et pas avec les définitions qui vont bien. Déjà, la loi 83-134, l'article 21 bis, hein, me dit les choses clairement. C'est que j'ai le droit à un CITIS lorsque mon incapacité temporaire est la conséquence d'une maladie contractée en service. Donc, la notion générale, c'est la maladie contractée en service. Maintenant, cette notion-là se divise en deux types de pathologies. Premièrement, les pathologies qui sont listées dans les tableaux des maladies professionnelles, et deuxièmement, les pathologies qui ne sont pas dans les tableaux des maladies professionnelles. Ah oui, donc ce sont des maladies qui sont présumées imputables? Alors, les maladies qui sont dans les tableaux des maladies professionnelles ne sont pas nécessairement présumées imputables. Pour que ça soit présumé imputable, qui est une présomption très forte, hein, c'est très quasi impossible. Hein, et d'ailleurs, on en parlera, mais le CITIS ne prévoit pas cette solution, mais c'est quasi impossible de renverser cette présomption. Hein. Est présumé imputable une pathologie qui est dans les tableaux et qui remplit les conditions du tableau concerné des maladies professionnelles. Alors, pour bien comprendre les choses, je vais faire
un petit détour hein, par la construction des tableaux des maladies professionnelles avec un petit exemple pour que ça soit bien clair. J'ai pris l'exemple d'un trouble musculo-squelettique. Hein, je ne sais pas ce que vous vivez au quotidien, mais ce que je vois chez mes clients, c'est que grosso modo, on a deux principaux types de pathologies. C'est les troubles musculo-squelettiques, que ce soit le tableau 57 ou 98, et de l'autre côté, les troubles mentaux, notamment dépression et autres dont on viendra. Donc voilà, ça c'est un extrait du tableau des maladies professionnelles numéro 57, où on a, vous voyez, trois colonnes. La première colonne, c'est une colonne qui désigne la pathologie, hein, donc rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Alors, pour remplir la condition de présomption d'imputabilité, il faut qu'il y ait que cette rupture partielle soit objectivée par IRM. C'est-à-dire que vraiment toutes les conditions du tableau doivent être remplies. C'est-à-dire que si ce n'est pas objectivé par IRM, mon dossier de présomption n'est pas complet. Par contre, ça n'empêchera pas, on va le voir, de reconnaître l'imputabilité. Ensuite, on a une deuxième colonne avec le délai de prise en charge et une éventuelle durée d'exposition. Je vais y revenir. Et enfin, on a la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Si vous voulez, pourquoi on parle de présomption des tableaux? Parce que les tableaux, ils sont construits sur l'idée du risque qu'une pathologie liée à un geste ou une posture de travail ou liée à une exposition se réalise. Et grosso modo, si je prends cet exemple-là, une personne qui a l'activité limitative qui est indiquée ici et qui a une rupture partielle de la coiffe des rotateurs, dans les délais de prise en charge, alors qu'elle a eu cette activité pendant cette durée, c'est quasiment impossible qu'il n'y ait pas de lien entre cette activité et cette rupture. Voilà, cette idée c'est pour ça qu'on parle de présomption, c'est pour ça que quand les conditions sont remplies, il y a une présomption. Donc on a ces trois notions. Donc la liste limitative, donc ce sont les travaux qui exposent au risque, c'est la connaissance du risque. Deuxièmement, on a une éventuelle, hein, ce n'est pas toujours le cas, mais une éventuelle durée d'exposition. Donc, c'est la durée minimum hein, pendant laquelle la personne a été exposée au risque. Et puis, troisièmement, on a le délai de prise en charge. Donc, le délai de prise en charge, c'est la durée maximum qu'il y a entre le moment où je cesse d'être exposé au risque et le moment où j'ai la première constatation médicale de la pathologie. Donc, si je remplis l'ensemble de ces conditions, donc si j'ai des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins 2 heures par jour en cumulé, et que je fais ça pendant 1 an, et que dans les 1 an suivant la cessation de l'exposition à ce risque, si d'aventure je cesse d'être exposé à ce risque, hein, si je continue mon activité, je cesse jamais d'être exposé à ce risque, et que donc dans les 1 an suivant l'éventuelle cessation de l'exposition à ce risque, j'ai une rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, eh bien, j'ai une présomption d'imputabilité au service de cette lésion qui sera quasiment irréfragable. Par contre, si je ne remplis pas ces conditions, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas imputable. Hein. C'est simplement qu'il n'y aura pas de présomption et qu'il appartiendra à l'agent ou ses ayants droit d'apporter la preuve de l'imputabilité au service. Alors, je vous ai mis le lien pour aller voir le site de l'INRS, hein, que j'espère que vous arrivez, hein, ça s'est projeté là, vous voyez le site de l'INRS? C'est parfait, on ouais. voit. Donc, vous avez ce lien qui vous amène directement ici, qui vous permet hein, de savoir quelles sont les conditions. Donc, vous avez plusieurs façons hein, de chercher. Soit je cherche par mots-clés. Alors, attention, hein, il faut être très vigilant en ce qui concerne l'orthographe. Et des fois, je cherche des pathologies avec des orthographes compliquées. Le programme est assez tatillon sur ce plan-là. Si vous tapez poliomyélite comme il faut, pas comme il faut, vous ne trouverez pas de solution. Vous avez la possibilité aussi de le faire par type de pathologie, cancer et autres. Et enfin, vous avez la liste des tableaux. Donc, la liste des tableaux, si par exemple, je vais voir le tableau 98, hein, avec les différents types. Donc,
Voilà, le tableau 98, hein, manutention de charges lourdes. Donc là, on va retrouver la hernie discale, donc sciatique par hernie discale L4, L5. Liste des travaux, donc par exemple, hein, dans le cadre des brancards des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes, ou dans le cadre de brancardage et du transport des malades. Donc la personne qui est brancardier dans un hôpital, qui est brancardier depuis au moins 5 ans, et qui a une hernie discale L4, L5, eh bien, on est dans la condition de présomption d'imputabilité au service de sa hernie. Donc, la première chose à faire, hein, quand vous avez une déclaration de maladie, c'est d'aller voir ces conditions. Alors, en même temps, vous remarquez, notamment, hein, si je reprends l'exemple que je donnais sur la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, pardon, la rupture partielle de la coiffe des rotateurs, vous remarquez qu'on est avec des conditions qui sont quand même assez précises, hein, et qui nécessitent de bien connaître les conditions d'exercice des fonctions de l'agent. Parce que savoir que l'agent a des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans adduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins 2 heures par jour cumulé, c'est pas à la RH qu'on va connaître ces conditions-là. Alors, si les conditions sont remplies, c'est imputable au service. Par contre, si les conditions ne sont pas remplies, c'est pas pour ça que ça ne sera pas imputable au service, hein. Ça pourra tout à fait être reconnu imputable à partir du moment où on a la preuve, hein, du lien direct entre l'exercice des fonctions et la lésion de l'agent. Alors, si je résume, j'ai une maladie qui est désignée dans les tableaux. Les conditions ne sont pas remplies, pas de présomption. Les conditions sont remplies, il y a une présomption. Attention cependant, un point très important qui fait grandement débat aujourd'hui sur ses conséquences, c'est qu'il faut que l'activité ait été contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions. Donc, il y a l'importance que mon brancardier ait été brancardier alors qu'il était fonctionnaire. Et là, quand on a des mobilités entre le privé et le public, on a une vraie question qui se pose sur la prise en charge, sur la procédure. Comme je vous l'ai dit, si on a le temps, on en parlera pendant les questions. Sinon, là, on parlera de ça à un autre moment. Alors, s'agissant des pathologies qui ne sont pas dans les tableaux, Florent, peuvent-elle être reconnues imputables? Oui, hein, et c'est clairement indiqué dans l'article 21 bis. Hein. Dans les maladies contractées en service, on a les maladies professionnelles telles que prévues par le tableau des maladies professionnelles, mais on va avoir aussi les pathologies hors tableau. Simplement, pour que ça soit reconnu imputable au service, il faut remplir 2 conditions. La première, c'est qu'il y ait un caractère essentiel et direct entre l'exercice des fonctions et la pathologie. Et là, on a un glissement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la jurisprudence du Conseil d'État sur la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie, c'était un lien direct et non nécessairement exclusif. Là, on a quand même le mot essentiel, hein, c'est pas pareil que non nécessairement exclusif, hein, c'est quand même une force plus importante. Et deuxièmement, et ça c'est le grand changement qui se rapproche du régime général de la sécurité sociale, c'est un taux d'incapacité d'au moins 25%. Alors, si je résume hein, les 3 notions qui sont cachées derrière la notion de maladie contractée en service, on a premièrement les maladies inscrites sur le tableau. Si les conditions sont remplies, il y a une présomption d'imputabilité, assez difficile à renverser. Deuxièmement, si les conditions ne sont pas remplies, ça peut être reconnu imputable sans taux, mais il faut pour ça prouver un lien avec le service. Et troisièmement, on a les maladies hors tableau, et là, donc, il faut que la maladie soit essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'il y ait une incapacité permanente prévisible d'au moins 25%. Donc, ces maladies hors tableau, maladies essentielles et directes, entraînant une incapacité permanente prévisible de 25%, c'est imputable.
maladie essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions, mais sans taux d'IPP d'au moins 25%, non imputable. Maladie qui n'est pas essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions, avec un taux d'IPP 25%, non imputable. Et maladie qui n'est pas essentiellement et directement causée par les fonctions, entraînant une incapacité inférieure à 25%, bien entendu, c'est non imputable. Donc, on comprend qu'il y a des conditions de preuve, mais aussi des conditions de taux. Comment et quand est apprécié ce taux? Alors, en effet, hein, c'est ce que j'appelle le 4W et le H. Ici, on va voir le comment, il y a le quand, le qui. Alors, en ce qui concerne le quand, en effet, puisqu'on nous dit qu'il faut un taux d'IPP prévisible de 25%. Cette appréciation de ce taux, à mon sens, et au sens de la Cour de cassation, hein, puisque au régime général de la sécurité sociale, on a la même notion. On a une jurisprudence assez récente qui répond à cette question, sachant que au régime général, les tableaux, enfin, ce fonctionnement est présent depuis quand même très très longtemps. Donc en 2017, la Cour de cassation nous dit que ces moments de la visite par la contre-visite médicale dans l'optique de la saisine de la Commission régionale reconnaissance et maladies professionnelles, hein, puisque au régime général, quand j'ai une pathologie hors tableau, je passe par ces deux RMP qui va vérifier cette condition-là. Du coup, ça se rapproche un petit peu du médecin agréé, éventuellement expert, qui va se prononcer sur ce taux. Donc, quand c'est au moment de la visite chez le médecin agréé qui a cet objectif. Alors, par contre, il faut un taux d'IPP prévisible. Ça, Christian nous évoquera très certainement les difficultés qui sont liées à ça. Hein. Et d'ailleurs, hein, sur ce qui et sur ce comment, je vais donner la parole à Christian qui, au point de vue purement médical, a bien plus de compétences que moi. Alors, pour rester simple sur un sujet qui est compliqué, effectivement, c'est le médecin agréé qui va déterminer le taux par rapport à la pathologie qui est constatée. Alors, première chose, parce que ça nous a posé quelques problèmes et ça en pose peut-être ailleurs, c'est qu'il faut bien être clair, c'est le Code des pensions civiles et militaires qui appuie la décision. Et ce code des pensions civiles et militaires a un barème qui a été créé en 1968, puis un peu modifié en 2001, c'est-à-dire un barème relativement ancien, qui traite dans le chapitre 5, en relation avec le chapitre 5, des troubles mentaux et du comportement. Alors, les troubles mentaux et du comportement, vous imaginez bien que c'est un domaine assez vaste. Malgré tout, grossièrement, on voit deux types de pathologies qui sont diagnostiquées. Ce qu'on va appeler des troubles anxio-dépressifs, en sachant que l'anxiété n'est pas forcément une pathologie. Chacun le sait, chacun peut avoir une anxiété, mais elle peut devenir pathologique. Mais c'est ce corpus-là qui est très souvent évoqué, donc la notion de trouble anxio-dépressif. Et la deuxième catégorie de sujets donc, qui nous sont proposés, c'est ce qu'on appelle les syndromes post-traumatiques. Catégorie vaste, assez peu détaillée, et qui, comme vous le savez, est née des attentats des années 90, mais qui sont souvent évoqués pour un événement dit traumatique dans le cours du travail de l'agent et une conséquence, là aussi, qui va se comporter, qui va provoquer des troubles du comportement. Voilà. Voilà ce que je peux dire grossièrement, avec peut-être une petite difficulté pour certains médecins, justement, de n'appliquer que ce barème-là, parce qu'il nous est arrivé d'être obligés en commission de réforme de modifier le taux, parce que les taux sont encadrés, hein, et en général, nous avons des taux qui vont entre 10 et 30%. Donc, pour avoir une imputabilité, vous imaginez qu'il faut s'approcher de 30%, puisque c'est 25% la limite.
Voilà ce que je peux dire à ce moment-là. Alors, merci Christian. Du coup, tu fais bien la différence, tu me dis si je me trompe, mais la différence entre d'un côté la dépression qui serait liée à de l'usure professionnelle, type burn-out et burn-out, ce qui s'installe petit à petit du fait des conditions de travail et qui est éventuellement prévu dans le référentiel. Et puis de l'autre côté, l'état post-traumatique, qui lui serait la conséquence éventuellement d'un événement qui serait traumatisant. Tu parlais des attentats, mais du coup, on peut éventuellement l'étendre à autre chose. C'est bien ça? Oui, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce cadre-là. D'accord. Et moi, je voudrais une petite précision parce que je ne me rends pas bien compte, mais sur le taux de 25%, Christian, est-ce que tu peux nous dire si c'est beaucoup? Oui, oui, c'est beaucoup. Les troubles anxieux, c'est 0 à 30%. D'accord? Donc, vous voyez, la fourchette est large, mais il est rare qu'on ait des taux de 25% dans la pratique quotidienne. Il faut vraiment qu'on ait des agents qui sont dans des états extrêmement graves pour que l'expert donne un taux de 25% sur un trouble anxio-dépressif simple. Sur les syndromes post-traumatiques, c'est la même échelle. Cependant, là, les troubles sont différents. Mais effectivement, 25%, pour répondre simplement, c'est beaucoup. Merci, Christian. Oui, pardon. Par conséquent, une maladie qui serait hors du tableau et plus particulièrement une dépression ne peut pas être reconnue imputable sans taux prévisible de 25%? Alors, si, et c'est là où le travail de Christian et de ses collègues de commission de réforme va être problématique. C'est-à-dire que par rapport à un état dépressif lié à un burn-out, donc une installation petit à petit liée à la charge de travail ou au contraire à l'absence de travail ou aux conditions de travail, il faut ce taux de 25% pour que ce soit reconnu maladie contractée en service. Par contre, et c'est là qu'il y a la grosse différence, c'est que le débat va être déplacé, un état post-traumatique qui serait la conséquence d'un accident, il n'y a pas besoin de 25%. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'accident de service. Donc, si je fais une déclaration de maladie contractée en service pour un burn-out ou un état dépressif lié aux conditions de travail, j'aurai cette condition de 25% en plus de la preuve du lien avec le service. Par contre, si je fais une déclaration d'accident de service en disant que cet événement-là a entraîné un choc post-traumatique qui est à l'origine de mon incapacité temporaire de travail, donc un état anxio-dépressif lié à ça, une agression en service, du coup j'ai peur d'aller travailler, et ben là je suis dans la question de l'accident de service. Et du coup, étant dans la question de l'accident de service, je n'ai pas besoin de ce taux de 25% pour que ce soit reconnu imputable au service. C'est ce qu'on va appeler l'accident de service comme outil de reconnaissance de la maladie professionnelle ou contractée en service. Alors, c'est pas, on en parle beaucoup pour la dépression, puisque c'est une maladie hors tableau qui va être difficile à reconnaître. Maintenant, c'est aussi utilisable pour toutes les autres pathologies. Imaginons que j'ai une hernie discale L4, L5, j'ai la possibilité d'utiliser le tableau 98 qu'on a vu. Mais si jamais je déplace un patient, je manipule un patient ou je soulève une charge très très lourde et qu'à cette occasion, crac boum, j'ai mon hernie qui sort et donc la douleur qui est provoquée, je serai dans l'accident de service et ça pourra être reconnu imputable, cette hernie pourra être reconnue imputable avec l'outil accident de service sans avoir de taux nécessairement de 25% d'IPP. Et du coup, ça change complètement la façon de se poser la question de l'imputabilité au service, avec une jurisprudence, on va le voir, qui, on l'a déjà vu pour l'accident de service, mais en matière de pathologie hors tableau, qui est assez tatillonne sur la notion d'événement et sur le lien entre cet événement et les conditions d'exercice des fonctions. Un événement entraînant
un stress post-traumatique, l'événement va être qualifié d'accident. Si d'aventure c'est un vrai événement, on l'a déjà vu et on va le revoir vite fait. Et puis deuxièmement, si c'est cet événement qui est à l'origine de ce stress, donc qui vient entraîner ce stress post-traumatique, eh bien le stress post-traumatique sera reconnu comme imputable au service. Et c'est ça que, je pense que tu es d'accord avec moi, Christian, qui pose difficulté aujourd'hui à la commission dans les fonctionnements des commissions de réforme, c'est cette question de l'existence d'un événement. Si je le dis autrement, un accident de service ne permet pas de reconnaître l'imputabilité au service d'une dépression liée à un burn-out, mais par contre, un accident de service permet la reconnaissance, le cas échéant s'il y a un lien médical, de l'état anxio-dépressif, de l'état post-traumatique lié à cet événement. En anglais, certains médecins, que connaît d'ailleurs Christian, qui parlent de PTSD en anglais, qui peuvent être reconnus. Alors, un petit exemple d'une jurisprudence qui va nous faire voyager encore plus loin que la Réunion, c'est un monsieur, un DG, fonctionnaire d'Orange, qui a fait une mission au Vanuatu, sur une filiale d'Orange, dans lequel, apparemment, ça ne s'est pas très, très bien passé de plusieurs années, puis il est rentré en métropole. Et puis, il a fait une demande de protection fonctionnelle par rapport à une situation de potentiel harcèlement moral. Donc, il y a eu une enquête, puis après, parce qu'il a fait et autres. Et lors de cette enquête, il a été reçu le 15 octobre 2013 par les membres qui s'occupaient notamment de cette enquête. Et à cette occasion-là, on lui a fait lecture d'un courrier, qui était un courrier du professeur du lycée français où étaient scolarisés ses enfants au Vanuatu, dans lequel on dénonçait le comportement de ce DG comme étant un harcèlement envers une enseignante. Et du coup, cette personne-là, ce directeur général, M. F, a subi un choc à la lecture de ce courrier, et donc il a demandé la reconnaissance de l'imputabilité de son stress post-traumatique comme étant la conséquence de cet accident de service. Et du coup, là, il y a deux questions qui se posent. Est-ce que c'est un accident? Pour le coup, le juge a considéré que oui. Et deuxièmement, est-ce que cet accident est à l'origine du stress? Alors, le médecin expert nommé par le tribunal nous dit, au vu des éléments qu'il avait eus, notamment de son médecin, que, en effet, le 15 octobre 2013, M. F était dans un état de sidération anxieuse qui, le 17 octobre, a conduit dans un état confusionnel avec réactivité de stress aigu. Et par ailleurs, il ne présentait pas de troubles psychiatriques antérieurs. Et donc, tout ça est typique d'un stress post-traumatique. Par conséquent, le monsieur F doit être regardé comme étant victime le 15 octobre 2013 d'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, et donc son stress post-traumatique et son incapacité temporaire de travail liée à ce stress a été reconnu imputable au service. Vous voyez le déplacement de la façon, c'est une jurisprudence assez récente qui d'ailleurs concerne un événement qui a eu lieu avant l'ordonnance. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu l'ordonnance pour aller dans ce sens-là. Mais ça va dans le sens de l'histoire, entre guillemets, jurisprudentielle de cette question-là. Donc oui, un événement, un accident peut permettre la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un stress post-traumatique à partir du moment où il y a un événement en tant que tel et qu'il y a un lien entre cet événement et ce stress post-traumatique. Alors, cependant, on a aussi une subtilité, et là, très récemment, la Cour administrative d'appel de Douai a usé de la façon dont la personne avait déclaré sa demande de reconnaissance pour dégager cette demande. Grosso modo, on a déjà vu cette jurisprudence. Il a un entretien avec sa supérieure hiérarchique dans lequel, il y a une petite altercation, mais cet événement n'a pas été considéré comme un accident de service dans la mesure où il n'y a pas de caractère violent, insultant ou humiliant susceptible d'avoir constitué un événement traumatisant. Donc, ce ne peut pas être qualifié d'accident de service. Donc, il n'y a pas d'accident de service.
Mais par ailleurs, l'agent nous dit, oui, mais mes conditions de travail étaient difficiles, voilà, j'avais été dans un environnement pathogène et cet événement n'est que l'épisode déclencheur. Et là, le juge me dit, c'est pas la question. Le juge me dit, ces moyens-là, ces raisons-là sont inopérants, ça veut dire qu'ils n'ont rien à voir avec le débat, n'ont pas d'impact sur la situation, parce qu'ici, on est dans une question d'imputabilité de l'accident de service, et pas dans une question de l'imputabilité générale d'une dépression liée à l'usure professionnelle. Donc, ça va être important, là, ce qui n'est pas le cas avant, mais ça va être important la façon dont je pose la question. Si je fais une déclaration d'accident de service, je suis sur l'accident de service. Je ne vais pas pouvoir utiliser le contexte général. Alors, bien entendu, on l'a déjà vu aussi, le juge va contrôler l'existence de l'événement. Donc, s'il n'y a pas d'accident de service, eh bien, il n'y a pas de possibilité de partir avec cet outil-là pour obtenir la reconnaissance d'un stress post-traumatique. Et enfin, on l'a déjà vu aussi, c'est pour ça que je passe assez vite, parce qu'on a déjà vu ces jurisprudences, où le juge va contrôler la qualification de l'événement, c'est-à-dire que même s'il y a un événement, est-ce que cet événement peut être qualifié d'accident de service, comme pour le cas de l'entretien avec des mots qui n'ont pas été forts ou humiliants. Donc, en première jurisprudence, il peut être établi un lien de causalité directe et certain entre le syndrome anxio-dépressif, donc vous voyez, c'est cette question-là, et l'entretien d'évaluation litigieux, parce que d'une part, cet entretien s'est déroulé dans des conditions qui ne sont pas anormales, et deuxièmement, c'est pas, on l'avait déjà vu dans le premier webinaire, c'est pas une surprise d'avoir un entretien professionnel lorsqu'on est agent public. Et le 4 novembre 2009, la Cour administrative d'appel de Bordeaux va un petit peu dans la même logique, c'est-à-dire que l'altercation qu'il y a eu n'était pas assez brutale pour constituer un accident de service. Donc, en absence d'accident de service, on peut reconnaître l'imputabilité au service de la dépression de l'agent, qui peut-être est liée à ses conditions de travail, mais en tout cas qui n'est pas liée à l'accident. Très important la façon dont on va poser la question, la façon dont on va rentrer dans la question de l'imputabilité. Et puis, bien entendu, le juge vérifie l'état antérieur. C'est-à-dire que si j'ai un agent qui est dépressif avant, j'ai un événement qui est toujours dépressif, c'était un état antérieur qui permet de refuser l'imputabilité au service. Donc, vous le voyez, l'accident de service comme moyen de s'exonérer des 25%. Alors, par contre, si je pars sur cette notion d'accident de service, nécessairement, je vais me retrouver dans la réglementation, les délais et la procédure applicable à l'accident de service. Puisque là, on n'est pas dans la maladie contractée. En service, on est dans la maladie qui serait consécutive à un accident de service. Alors, par exemple, si je fais le schéma de pensée, ce n'est pas le schéma de procédure, mais le schéma de pensée, on vérifie l'existence d'un certificat médical. Donc, s'il n'y a pas la déclaration et le certificat médical, on est sur un dossier incomplet. Si jamais j'ai les deux, il y a la question du délai. Et là, pour le coup, le délai, c'est 15 jours, à compter la date présumée de l'événement, où on avait vu 2 ans, si la première constatation médicale, en tout cas, c'est lié au délai lié à l'accident, et non au délai qu'on va voir lié aux maladies contractées en service. Si les délais sont respectés, eh bien, on se pose la question de l'existence de l'événement. S'il n'y a pas d'événement, on aura un motif, bien sûr, avec la procédure, commission de réforme et éventuel avis du médecin du travail, on aura un motif de refus d'imputabilité. S'il y a un événement, l'avant-dernière question, c'est est-ce qu'il peut être qualifié d'accident? Si oui, eh bien, est-ce qu'il y a un lien médical entre la pathologie dépressive de l'agent et de l'autre côté, l'événement qui a été qualifié d'accident de service. Donc, pour vérifier la matérialité des faits, on l'a déjà vu, enquête administrative,
la qualification de l'événement. Donc, est-ce qu'il y a un caractère violent, insultant, des conditions anormales de fonctionnement du service lors de ces événements. Et enfin, un lien médical, impact de l'événement sur l'état de stress post-traumatique. Alors, on ne vous entend plus, Madame Caffarelli. Oui, il y avait un hélicoptère. Merci, Florent, pour ces précisions. On entend beaucoup parler de harcèlement moral. Est-ce que c'est une maladie professionnelle? Alors, en tant que telle, non. Ça ne peut pas être une maladie professionnelle dans la mesure où ce n'est pas une pathologie, le harcèlement moral, c'est une situation. Par contre, si je déprime notamment à cause d'un harcèlement moral, ça peut permettre d'être reconnu imputable au service sous réserve d'avoir 25% d'IPP, puisqu'on est dans la maladie contractée en service hors tableau. C'est-à-dire que ce qu'on reconnaît imputable, ce n'est pas le harcèlement moral. Ce qu'on reconnaît imputable, c'est la dépression. Et d'ailleurs, peu importe qu'elle soit liée ou pas au harcèlement. Alors, rapidement, je vais revenir à la définition du harcèlement moral de manière assez succincte, parce qu'il y a souvent une incompréhension et parfois on parle de harcèlement moral sans qu'il y en ait. D'autres fois, on n'en parle pas alors qu'on devrait en parler. Donc, on a ici une définition de règle législative du harcèlement moral, un ensemble d'agissements répétés subis par un agent que l'agent aurait refusé de subir, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte au droit de l'agent ainsi qu'à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les mots sont importants. Vous voyez qu'il n'y a pas nécessairement besoin qu'une personne ait une atteinte à une altération de sa santé physique ou mentale pour que le harcèlement soit qualifié comme tel. C'est des notions qui sont indépendantes. Quelques critères rapidement sur le harcèlement. Premièrement, il faut une gravité avérée. Donc, il faut qu'il y ait une gravité avérée des agissements. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une notion de répétition des actes. Un seul acte isolé, jusqu'à présent, ne permet pas la qualification de harcèlement moral. Troisièmement, il faut un cadre exclusivement professionnel. Donc, si en dehors du service, non lié au service, ça ne peut pas être reconnu comme harcèlement moral au sens statutaire du terme, ça peut être au sens privé du terme. Et dernièrement, avant-dernièrement, c'est l'absence d'intention malveillante. On a une évolution jurisprudentielle là aussi, c'est que, on le voit, c'est qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'une intention malveillante pour qu'il y ait une qualification de harcèlement moral. Alors, des rapides exemples, dégradation des conditions de travail, il ne faut pas les confondre avec souffrance au travail. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que si mes conditions de travail sont difficiles, quand bien même je ne suis pas harcelé, ça peut quand même être reconnu imputable, si c'est lié à la souffrance au travail. Si d'aventure aujourd'hui, on a un taux d'IPP d'au moins 25%. Une ambiance délétère, ça c'est du harcèlement moral. Si d'aventure il y a une ambiance délétère avec le supérieur hiérarchique ou les collègues. Et puis, une forme très fréquente de harcèlement moral, c'est la dérive du pouvoir hiérarchique. La dérive du pouvoir hiérarchique avec l'utilisation qui excède les limites normales de l'exercice du pouvoir hiérarchique. Voilà, c'est ça le harcèlement moral. Déjà en soi, c'est pas aussi simple à constituer et à prouver qu'on peut l'imaginer. C'est quand même très encadré par la définition jurisprudentielle avec un contrôle du juge, dont on ne verra pas la portée ici, c'est pas l'objet, mais qui est quand même assez tatillon, et c'est de plus en plus difficile d'ailleurs d'avoir devant le juge administratif des qualifications de harcèlement moral. Le harcèlement moral n'est pas une maladie professionnelle. Non, le harcèlement moral, ce n'est pas une maladie professionnelle. Et comme je l'ai dit, dans la définition même, on voit que un comportement, c'est un ensemble d'agissements répétés susceptibles d'attirer la santé physique mentale. C'est-à-dire que je peux très bien, on est tous différents face à l'encaissement, disons, de conditions de travail et d'un éventuel harcèlement. Je peux très bien être harcelé sans pour autant être déprimé.
Donc, c'est pas parce que je suis harcelé que je déprime, mais c'est pas parce que je suis pas harcelé que ça peut pas être imputable. Hein. Est-ce que l'absence de harcèlement moral est un motif de refus de reconnaissance de l'imputabilité? La réponse, c'est non. Non, hein, c'est pas parce qu'une personne n'est pas harcelée moralement que, pour le coup, eh bien, on a un motif de refus de l'imputabilité au service. Ça peut tout à fait être reconnu imputable indépendamment de l'existence d'un harcèlement moral. Alors, par contre, si je suis harcelé moralement, quand bien même ce n'est pas reconnu imputable, je peux quand même obtenir une réparation. C'est autre chose, puisque dans le statut, l'article 6 quinquis du titre 1 est assez clair, c'est une garantie pour un agent public de ne pas subir des agissements de harcèlement moral. Hein, il faut bien distinguer là encore la responsabilité de l'employeur envers ses agents qui seraient victimes de harcèlement moral, et de l'autre côté, la reconnaissance de l'imputabilité au service. Je crois que, Christian, on en avait déjà parlé plusieurs fois, mais tu es déjà, je pense que tu as déjà vécu, et peut-être d'autres en commission de réforme, des situations où l'agent qui a fait une déclaration d'imputabilité au service vient avec son avocat afin d'essayer de faire dire à la commission de réforme qu'il y a harcèlement moral pour étayer ensuite un dossier en responsabilité. Ce n'est pas le lieu, la commission de réforme, pour déterminer et qualifier une situation de harcèlement moral. Ce n'est pas le rôle, ce n'est pas la compétence juridique de la commission de réforme de dire, voilà, c'est un harcèlement moral ou pas. C'est le lieu de dire si la personne déprime à cause du travail ou pas. Oui, Christian. Oui, alors, c'est vrai qu'on voit des avocats. Ce sont souvent des grands moments de plaidoirie, mais nous n'avons pas été vraiment impliqués dans des questions relatives au harcèlement moral lui-même. Par contre, nous voyons souvent passer des dossiers demandant la reconnaissance d'un accident de service pour une pathologie dépressive ou anxio-dépressive survenue à la suite de ce que je vais nommer un acte de management à peu près normal. Et je dois dire que la présentation que tu viens de faire est extrêmement intéressante parce qu'on voit bien comment la jurisprudence est en train de nous aider à ne pas qualifier d'accident un refus de promotion, un entretien d'évaluation, etc., etc. Mais comme je le rappelle souvent, la commission de réforme est un lieu de débat. Donc nous débattons, mais nous avons maintenant, j'allais dire, plus de règles claires à appliquer pour ne pas dériver vers la reconnaissance de tout et n'importe quoi en matière d'accident de service. D'accord. Merci à tous les deux pour ces précisions. Moi, j'aimerais parler un peu de procédure maintenant. Je suppose que c'est la même que pour l'accident de service ou l'accident de trajet. Si seulement, Rose, si seulement. On a une procédure qui est un peu différente et qui est liée à la nature de la demande. D'abord, on a la question de la recevabilité. Dans la question de la recevabilité, je vous l'ai dit, pour que la déclaration soit complète, il faut deux choses, que ce soit accident de service, de trajet ou maladie contractée en service, une déclaration et un certificat médical. Pour l'accident, pour la maladie contractée en service, pardon, on a un document spécifique de la DGAFP qui a été fait, qui n'est pas obligatoire, hein, dont je vous ai mis le lien, mais qui je trouve tout à fait pertinent. Par contre, en matière de certificat médical et de pathologie, il faut aussi, si l'agent veut que sa présomption soit appliquée, il faut qu'il ait l'ensemble des éléments du tableau. Donc, si on parle d'objectivité par IRM, il faut un IRM pour que la présomption soit appliquée dans le cadre de la maladie. Par contre, s'il n'a pas l'IRM, ça n'empêche qu'on se pose la question de l'imputabilité. Hein, c'est juste pas présumé. Donc, petite différence sur la constitution du dossier. Et en matière de délai, comment ça se passe? Alors, en matière de délai, on a, contrairement à l'accident de service ou l'accident de trajet, fait copier-coller du régime général de la sécurité sociale. Donc, on a mis un délai de 2 ans à compter de la première constatation médicale. Donc, à partir du moment où j'ai la première constatation médicale, l'agent a 2 ans pour faire sa déclaration avec cette demande. Alors, c'est vrai que, bon, des fois,
on n'est pas toujours au courant de la véritable première constatation médicale. On peut arriver à changer un peu la date, hein, mais bon, comme je suis avec un médecin, et puis de manière générale, je fais confiance aux médecins. Donc, on a cette notion de 2 ans avec 2 exceptions qu'on retrouve avec l'accident de service de trajet, c'est la force majeure, un événement imprévisible, extérieur et irrésistible qui m'a empêché de faire ma déclaration. Et puis, il y a la question du tableau complété. Donc, si j'ai une nouvelle inscription, une modification du tableau, j'ai 2 ans à compter de cette modification pour faire ma demande. Bien entendu, si je suis hors délai, comme pour l'accident de service ou l'accident de trajet, c'est décision de revue. Et concernant la procédure après la recevabilité, est-ce qu'il y a de grosses différences? Alors, il y en a quelques-unes dans la mesure où on se pose des questions un petit peu différentes. Et j'ai fait un schéma à peu près équivalent que pour l'accident de service. Donc, la première question, c'est est-ce que la maladie est inscrite dans un tableau et que les conditions sont remplies? Alors, pour ça, je vous l'ai dit, il faut bien connaître les conditions d'exercice des fonctions de l'agent, puisque vous voyez qu'il y a une précision dans les conditions d'exercice des fonctions, dans les listes limitatives de l'activité de l'agent. Si ces conditions sont remplies, le texte ne prévoit pas de possibilité de manière explicite de contester le fondement. Maintenant, je ne vois pas ce qui empêcherait de saisir la commission de réforme avec des éléments qui justifieraient le caractère de renverser la présomption. Mais bon, ça paraît quand même assez difficile et le décret ne semble pas aller dans ce sens. Si j'ai un doute sur le fait que les conditions du tableau soient remplies, les 3 décrets cités me disent eh bien, qu'on va demander l'avis du médecin du travail ou de prévention. Alors, pourquoi lui? C'est vrai que jusqu'à présent, il n'intervenait pas en donnant un avis en tant que tel sur l'imputabilité, c'est vrai, mais là, il s'agit des conditions de travail de l'agent. Donc, c'est plutôt ça qui va vérifier, éventuellement aller sur le l'exercice, voir comment l'agent exerce ses fonctions, s'il remplit les conditions du tableau. Et si les conditions sont remplies, là, je reprends texto le texte du décret, si les conditions sont remplies, le médecin de prévention du travail en informe l'employeur qui prend une décision de reconnaissance. Donc, si vous voulez, ça montre encore une fois que si les conditions sont remplies, c'est quasiment impossible de refuser. Alors, si par contre le médecin de prévention considère que les conditions ne sont pas remplies ou que d'emblée, l'employeur voit que l'agent ne fait pas l'activité ou qu'il y a un délai de prise en charge qui ne va pas ou une durée d'exposition qui n'est pas suffisante. Dans ce cas-là, eh bien, on va saisir un médecin agréé qui va avoir pour mission principale d'établir le lien entre les conditions d'exercice des fonctions de l'agent et sa pathologie. Si d'aventure, c'est une maladie hors tableau, dans ce cas-là, on saisit un médecin agréé et là, le médecin agréé, il va faire 2 choses. Regarder s'il y a un lien direct et essentiel avec les conditions d'exercice des fonctions de l'agent et deuxièmement, vérifier le taux d'IPP de 25%. C'est à ce moment-là, je disais tout à l'heure, que le médecin agréé, dans ce cas-là, qui va regarder s'il y a un taux d'IPP d'au moins 25% permettant la reconnaissance de l'imputabilité de la maladie hors tableau. Et puis après ça, donc, avis de la commission de réforme avec, ça c'est une grosse différence, pour le médecin, pour l'accident de service, l'accident de trajet, le médecin du travail ou de prévention est simplement informé de la date et du motif de la saisine de la commission de réforme. Par contre, pour tout ce qui est maladie contractée en service, il faut un rapport. Et ça, on y reviendra la semaine prochaine sur les risques contentieux, bien, on reverra cette procédure. Si je n'ai pas ce rapport, c'est un vice de procédure qui entraîne l'illégalité de la procédure, qui visse la procédure et qui entraîne l'illégalité de la décision finale. Alors, bien entendu, pendant toute cette période, l'employeur peut faire des enquêtes administratives pour connaître les conditions d'exercice des fonctions. Alors, enfin, en matière de délai, vous vous souvenez que pour l'accident de service ou l'accident de trajet, l'employeur il a 1 mois pour se prononcer, et puis ça peut être prolongé de 3 mois, et puis au bout de 4 mois, s'il n'a pas pris sa décision, je prends une décision de sitis temporaire. Là, on va simplement avoir 2 mois en amont. Donc 2 mois pour se prononcer, et si d'aventure je ne me suis pas prononcé, et que je saisis médecin agréé, commission de réforme, je peux prolonger de 3 mois et informer l'agent,
Et au bout de 4 mois, s'il n'y a toujours pas de décision qui a été prise, eh bien, je vais mettre l'agent en CITIS provisoire. Donc, c'est un peu la même idée, mais vous voyez, il y a quand même des différences dans la procédure et des éléments pour lesquels il faut faire très, très attention au risque, ça on verra la prochaine fois, de vicier la procédure. Très bien. On en arrive au terme de la présentation. Un grand merci, Florent, à vous pour cet exposé avec des notions qui sont assez complexes et donc merci aussi pour ces éléments de procédure. Avant de passer aux questions, parce